L'immense roman de Tolstoï en version opéra, Guerre épée de Prokofiev, du 13 au 24 septembre au Grand Théâtre de Genève. Comment faire évoluer une institution culturelle? Vaste question. Pour tenter d'y répondre, on s'intéresse cette semaine au musée d'art et d'histoire. Ouvert au public en 1910, le bâtiment de la rue Charles-Galland permet de découvrir une riche collection de beaux-arts, d'art appliqué, ainsi que d'archéologie. Cette transdisciplinarité, c'est sa particularité. On parle ainsi de musée patrimonial. Le musée d'art et d'histoire de Genève est un musée municipal, c'est un musée qui appartient aux Genevois avec une collection 650 000 objets qui représente vraiment un peu l'ADN de Genève. Cet ADN concentré n'est pourtant pas figé. En plus de 100 ans d'existence, l'institution a vécu de nombreux changements et rebondissements. Le dernier en date, un projet d'agrandissement du musée refusé par le peuple en 2016. Alors effectivement, ça a été, on va le reconnaître, une forme de choc collectif. On est en démocratie, il n'y a rien de dramatique, mais c'est vrai qu'il y a eu un débat très vif à l'époque pour et contre le musée. Il a fallu reconstruire, je dirais, pas de zéro, mais disons reconstruire une image, une intention. Et donc on a profité pour demander à une commission d'experts externes. Je crois qu'il fallait vraiment un regard extérieur pour calmer les passions. Et qui ont consulté, alors très largement, ils ont passé beaucoup de temps à écouter toutes les voix imaginables, mais aussi à avoir leur propre regard dans le musée, à l'extérieur du musée. Et on proposait vraiment un projet sous forme de rapport et qui dit bien, en fait, c'est un musée, une équipe, une collection. C'est-à-dire que ce musée est très riche de ses collections, il raconte Genève et c'est ce qu'il faut mettre en avant. À la tête du musée d'art et d'histoire depuis 2020, Marc-Olivier Valère a une longue expérience dans le monde de l'art. Originaire de Neuchâtel, il est commissaire d'exposition, critique d'art et a dirigé plusieurs musées en Europe et aux États-Unis. Sa mission au MAH, penser et expérimenter le musée du futur. On se rend compte que personne n'arrive à définir ce que peut être le musée de demain. Une chose est certaine, c'est que le musée de demain sera différent. Comment il sera différent? Personne ne le sait. Chacun y va de ses théories. Il y a des discussions absolument fascinantes. Nous, on a 10 ans pour construire le musée de demain. À nous de tester, à nous d'expérimenter pour cette idée du musée de demain. Ce musée de demain, il prend racine aujourd'hui, tout d'abord avec un changement d'identité visuelle présenté en automne 2020. Des couleurs flash, un logo dans l'air du temps et un slogan qui incarne le MAH d'aujourd'hui et le MAH de demain, comme to Mama. Mais ce changement d'emballage, c'est avant tout une façon de marquer une évolution plus profonde dans le fonctionnement du musée. Pour plus de compréhension pour le visiteur, lorsqu'il arrive, il a le choix entre plusieurs formats d'exposition. Et chaque format a un rythme particulier. Donc on a des rythmes de 6 mois, des rythmes de 3 mois, d'un soir, de telle manière à ce que quand le visiteur arrive dans le musée, il y a chaque fois quelque chose de nouveau. La grande nouveauté de cette approche, c'est la mise en place chaque année d'une grande exposition où une personnalité externe met en avant des pièces de la collection du musée à sa façon. Alors pourquoi un commissaire extérieur? C'est quelqu'un qui va venir sans parti pris, qui va découvrir la collection. Le semestre dernier, c'est la curatrice autrichienne Jakob-Lena Knebel qui a inauguré ce format avec son exposition Walk on the Water, Marcher sur l'eau. Notre défi, étant donné qu'on a 650 000 objets qui viennent de collections différentes, qui viennent de périodes différentes, comment mettre en scène, comment montrer tous ces objets de manière égale mais distincte. Le résultat, une exposition d'un nouveau genre où les pièces de la collection sont mises en scène. On y trouve une cuisine, des statues prenant leur douche et même une collection de chaussures rappelant l'esthétique d'un présentoir de magasin. Une démarche qui rend plus accessible et offre un nouveau regard sur la collection, mais qui a étonné certains visiteurs. La prochaine exposition XL a été confiée à un commissaire d'exposition historien de l'art. On aura donc une exposition complètement différente. Plus de 700 objets ont été tirés des collections et l'on verra une exposition beaucoup plus classique qui s'intitule « Pas besoin d'un dessin » parce que le challenge, c'est vraiment d'essayer de montrer une exposition, un parcours d'exposition où on n'a pas forcément besoin d'explications historiques, mais plus quelque chose qui est une logique interne qui fait que chaque visiteur peut suivre, créer ses propres
clé de lecture très facilement. En attendant, d'autres projets ont vu le jour pour faire évoluer l'institution. Nous sommes au printemps 2020. Au cœur de la première vague de Covid-19, le musée d'art et d'histoire lance MAH chez vous. Une première expérience qui vise à mettre en avant le nouveau site internet des collections. Le concept est simple. Les gens allaient sur notre site, comme s'ils visitaient un peu une exposition, choisissaient une œuvre, et puis ils s'est dit, bon, cette œuvre, je vais la mettre en dessus de mon canapé. Donc ils nous envoyaient une photo de leur salon, et notre équipe technique se chargeait d'accrocher, je dirais, numériquement ou virtuellement le tableau. Plus récemment, l'équipe du musée a invité le public à venir boire un thé au Musée Rat. Il y avait énormément de contraintes qui faisaient qu'on ne pouvait pas ouvrir au public, mais on voulait utiliser le Rat. Il y a eu 3 œuvres qui ont été choisies, on les a installées une par salle et les gens pouvaient prendre rendez-vous et pour venir prendre un thé au Rat. Donc on leur servait le thé, ils étaient en face de l'œuvre avec une intimité qu'ils ne trouveront peut-être jamais dans un musée, mais c'est ce qu'on veut aussi. Autre action qui a mis Marc-Olivier Valère lui-même face à l'intimité des œuvres. Entouré de plusieurs invités du monde culturel, il a passé une nuit exceptionnelle avec Ramsès, une expérience filmée et diffusée en direct sur les réseaux du musée. Au XIXe siècle, c'était très courant que les gens qui travaillaient dans le musée dorment quelquefois dans le musée. Donc j'ai voulu un peu expérimenter ce type de pratique. Il est vrai qu'il y avait déjà un lit qui était installé à côté de Ramsès, donc l'occasion était trop belle pour refuser, et donc effectivement j'ai décidé de passer une nuit avec Ramsès et surtout une nuit dans cette salle d'égyptologie absolument extraordinaire. Un musée, ce n'est pas seulement un lieu où l'on vient voir des expositions. Pour Marc-Olivier Valère, il était important d'inviter des artistes à venir créer entre ces murs. Le musée a un rôle d'aider les artistes, quels qu'ils soient. Donc ce n'est pas simplement des artistes plasticiens, mais beaucoup d'artistes du théâtre, de la musique, de la danse, de la littérature, des poètes, etc. Tous ces changements font évoluer l'institution. Et qui dit changement, dit réaction. Qu'elles soient positives comme négatives, elles sont importantes pour le directeur du musée. Évidemment, il y a des polémiques, et ça je trouve assez sain, il y a un débat. Certaines personnes défendent la vision d'un musée comme temple du savoir, par exemple. Et moi je suis entièrement d'accord. Bien sûr, le musée doit rester un temple du savoir. Mais je dois ajouter qu'un musée peut aussi être autre chose qu'un temple du savoir. C'est simplement une manière de voir les choses. Qu'on avait reproché en votation en 2016, qu'on parlait beaucoup d'architecture ou du partenariat avec la Fondation Gandur, et finalement assez peu de l'identité de ce musée, de ses missions, de sa manière de le faire vivre. Donc là, on est au cœur du débat, c'est bienvenu. On doit avoir une logique, non pas sélective, c'est blanc ou noir, c'est sérieux ou ludique, c'est sérieux et ludique, c'est blanc et noir. C'est un temple du savoir et un lieu qui peut être social, un lieu ludique, un lieu de découverte, un lieu où on voit les choses différemment. Pour prendre un peu de recul, on est parti à la rencontre du directeur d'une autre grande institution genevoise. Aviel Kahn est à la tête du Grand Théâtre depuis l'été 2019. En 2 ans, il a apporté un nouveau souffle sous les lustres de la Place Neuve. Pour lui, le parallèle entre les 2 institutions est simple. Un théâtre, autant qu'un musée, c'est une institution sociale. C'est là l'idée, une institution sociale dans son contexte de société, d'une ville, d'une région. Et ça veut dire un lieu de rencontre, un lieu d'échange des pensées. On ne vient pas que pour voir un spectacle qui commence à 8h et qui finit à 11h, mais c'est toute la vie autour, c'est de créer une famille, un renouveau de ce qui entoure ce théâtre. Si les arts de la scène, contrairement à un musée, se réinventent à chaque saison par la programmation, la mise en scène et la distribution, il était important pour Aviel Kahn de lancer un programme parallèle à l'univers lyrique. La Plage propose toute l'année des visites guidées dans les coulisses, des apéros et même des soirées clubbing. Moi, je vais inciter aussi le public traditionnel d'avoir un esprit ouvert, de découvrir, de se laisser inspirer de nouveaux pensées. Et je pense que la culture est là pour ça. La culture est là pour bouger les esprits, pour questionner la société et aussi que notre public se questionne dans ses habitudes. C'est là, c'est pour ça qu'on est subventionné, c'est pour ça qu'on est là.
Peut-être que c'est normal qu'il y ait des craintes, que lorsqu'on voit l'évolution de ce musée, on se dit le temple du savoir tel qu'on l'a connu avec les gardiens du temple, que sont les historiens de l'art. Oui, bien sûr, ça va rester. Et pour preuve, on l'a même accentué. On a mis plus d'argent dans l'inventaire, on montre la collection, on fait tout un travail scientifique avec l'université. Mais en même temps, le musée doit être un lieu où sa personne qui ne connaît rien, qui n'a pas eu la chance de venir avec sa famille ou avec l'école, tout d'un coup puisse découvrir. Aujourd'hui, le temps change, les gens changent. Et il faut répondre à ces besoins, il faut répondre à l'évolution de la société. En effet, normalement, ça devrait être les institutions culturelles qui bougent ces évolutions. Avant de conclure ce reportage, une question demeure. À quoi ressemblera le musée du futur ? J'aimerais un lieu où chacun, chacune se sente bien et accueilli, individuellement et collectivement, quelle que soit, je dirais, votre origine, votre diplôme, votre situation personnelle et familiale et professionnelle, que vous sentez bien et qu'on s'y rencontre. Vraiment un lieu de vie et de partage à Genève. Ce musée, évidemment, a besoin d'être rénové pour correspondre aux standards internationaux en termes de conservation, mais aussi de quelle manière ce musée, qui est pour l'instant un peu un îlot entre deux boulevards, puisse s'intégrer dans la ville. Ça, c'est le challenge. Alors, l'objectif reste de pouvoir lancer un concours d'architecture pour vraiment alors préciser un projet. Donc c'est un an de travail parce qu'il y a à la fois des contraintes. Typiquement, on sait que la cour intérieure, on ne va pas y toucher. On va peut-être la couvrir, mais c'est tout. On va recevoir du canton le bâtiment qu'on appelle de la Haide, l'ancienne école d'architecture. La question est où est-ce qu'on va en sous-sol, comment on redessine la répartition des espaces. Nous sommes à Genève, une ville qui a accueilli des penseurs extraordinaires, une ville qui accueille des organisations internationales, une ville qui a une identité très forte. Et ce musée doit aussi répondre, correspondre, éclore avec cette identité. La direction du musée se donne 10 ans pour développer ce musée du futur, même si vous l'avez compris, le futur, ça commence aujourd'hui.